Imaginez-vous remonter dans le passé, il y a 150 millions d'années. Vous levez les yeux vers un ciel pur, sans lumière artificielle ni pollution. Un ciel comme aucun humain n'en verra jamais. À quel point était-il différent du nôtre ? Le ciel du Jurassique offrait un visage bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Des constellations emblématiques, comme Orion ou la Grande Ourse, auraient été méconnaissables, car les étoiles qui les composent ont lentement dérivé au fil des millions d'années. Leur mouvement, combiné à la rotation de notre système solaire autour de Sagittarius A*, le trou noir supermassif qui trône au centre de la Voie lactée, ont façonné un ciel constellé de figures totalement différentes. Véritable chef d'orchestre de centaines de milliards d'étoiles, ce noyau galactique influe, à très grande échelle, sur l'apparence du firmament observable depuis la Terre. Si une créature du Jurassique avait levé les yeux vers le nord, elle n'aurait pas vu d'étoiles polaires pour guider son regard, car à cette époque, l'axe de rotation de la Terre pointait vers une autre région du ciel, bien loin de Polaris, notre étoile polaire actuelle. Ce phénomène s'explique par la précession des équinoxes, une lente oscillation de l'axe terrestre qui complète un cycle tous les 26 000 ans environ. Au fil du temps, cette variation fait glisser le pôle céleste nord d'une constellation à une autre. Ainsi, le ciel du Jurassique semblait encore plus mouvant. Des repères fixes qui nous semblent évidents aujourd'hui, comme l'étoile polaire pour le nord, n'existaient pas. Pour les animaux nocturnes, cela signifiait un ciel sans véritable point d'ancrage, rendant l'orientation plus complexe ou peut-être simplement différente. Mais le ciel n'était pas seulement différent par sa composition d'étoiles, il l'était aussi par le point d'observation. À cette époque, les continents tels que nous les connaissons n'existaient pas encore. La Terre était dominée par deux vastes supercontinents, l'Eurasia au nord et Gondwana au sud. Les terres émergées se situaient à des latitudes très différentes de celles d'aujourd'hui. Et comme l'aspect du ciel dépend en grande partie de l'endroit d'où on l'observe, cela modifiait considérablement la voûte étoilée visible. Certaines étoiles, aujourd'hui circumpolaires, pouvaient ne pas l'être du tout, et inversement. Un même ciel mais vu d'une Terre géographiquement et géologiquement transformée, chaque latitude révélait une carte céleste propre, un firmament unique que les dinosaures qui vivent au nord ou au sud ne voyaient jamais de la même façon. Mais ce qui aurait sans doute été le plus spectaculaire à contempler depuis le plancher des vaches, enfin des dinosaures, c'est la Lune. Au Jurassique, notre satellite naturel était légèrement plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, à environ 366 000 km de distance, contre une moyenne de 384 400 km actuellement. Résultat, elle apparaissait environ 5% plus grande et 10% plus lumineuse dans le ciel nocturne. Dominant les nuits d'un éclat remarquable, elle offrait aux dinosaures une lumière plus vive que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce phénomène s'expliquant par l'éloignement progressif de cette dernière, qui s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an, doucement mais sûrement modifiant son apparence au fil des millions d'années. Les éclipses tenaient également une place à part. Avec une lune visiblement plus grosse, cela offrait des éclipses solaires totales plus fréquentes et plus longues. Son diamètre apparent couvrait plus parfaitement celui du Soleil, plongeant des régions entières dans l'obscurité en pleine journée. L'intensité du phénomène pouvait suffire à interrompre temporairement l'activité de la faune. Les ombres se déformaient, la température chutait légèrement et les étoiles les plus brillantes devenaient visibles au zénith, comme lors d'un crépuscule express, générant des réactions instinctives, des silences soudains, voire des mouvements de panique. Lors de ces éclipses, le disque solaire disparaissait lentement derrière celui de la Lune, laissant apparaître une couronne solaire plus large, plus visible à l'œil nu, en raison de la clarté exceptionnelle du ciel de l'époque. Les éclipses lunaires, quant à elles, offraient également un spectacle différent. La Terre, projetant son ombre sur la Lune, la teintait parfois de rouge sombre. Phénomène aujourd'hui appelé lune de sang. Mais avec une atmosphère plus riche en particules volcaniques et une composition légèrement différente, ces tons pouvaient être plus soutenus, virant vers l'ocre ou le pourpre selon les conditions. Même si ces phénomènes étaient probablement incompris ou simplement perçus comme une variation passagère du monde, leur puissance visuelle aurait suffi à modifier les comportements animaux, ne serait-ce qu'un instant, une brève suspension de la normalité céleste dans un monde pourtant régi par des rythmes constants. Les planètes visibles à l'œil nu, comme Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne, suivaient déjà leur propre chorégraphie dans le ciel. Leur position variait selon les saisons et les années, mais elles brillaient déjà de manière distincte. Souvent confondues avec de brillantes étoiles par les observateurs modernes, mais pour un œil suffisamment attentif, ces points lumineux errants pouvaient servir de repères temporels autant que spatiaux. Un peu plus éloignée, la galaxie d'Andromède. Aujourd'hui distante d'environ 2,5 millions d'années-lumière, elle était déjà notre plus proche voisine au Jurassique. Cependant, sa distance était légèrement plus importante, entre 2,7 et 3 millions d'années-lumière. Les deux corps célestes se rapprochant lentement au rythme de 111 km par seconde, elle apparaissait donc probablement comme une faible tache floue, subtile mais visible dans un ciel exceptionnellement sombre. Le ciel du Jurassique pouvait aussi être le théâtre d'autres phénomènes spectaculaires. Des comètes étincelantes et des pluies de météores bien plus impressionnantes qu'à notre époque illuminaient parfois la nuit. D'après certains modèles, le système solaire évoluant dans une autre région de la galaxie aurait pu traverser des zones plus denses du disque galactique, perturbant davantage le nuage d'Oort. Et ce contexte aurait favorisé une activité cométaire plus intense, rendant ces apparitions bien plus fréquentes que dans notre ciel actuel.
Ces apparitions, souvent imprévisibles, ont certainement dû perturber ou du moins intriguer les créatures nocturnes, projetant des ombres mouvantes dans les jungles anciennes ou illuminant la nuit d'un feu glacé venu du fin fond du système solaire. Contrairement à l'image classique de créatures actives uniquement en journée, une partie importante des dinosaures pouvaient également se déplacer, chasser ou se nourrir la nuit. Des études sur les orbites oculaires fossilisées, notamment celles de certains théropodes comme le vélociraptor ou l'allosaure, montrent que ces espèces possédaient de larges ouvertures sclérales, indiquant une bonne vision nocturne. Cette capacité, similaire à celle des oiseaux ou des reptiles modernes, leur permettait de percevoir clairement les formes et les mouvements dans des conditions de faible luminosité. Il est donc très probable que de nombreux dinosaures aient été partiellement ou totalement actifs la nuit. Qu'il s'agisse de chasser, de se déplacer discrètement ou d'éviter les prédateurs, la nuit faisait partie intégrante de leur cycle comportemental. Dans ce contexte, le ciel étoilé du Jurassique, sans pollution lumineuse et éclairé par une lune plus grande et plus brillante, aurait pu jouer un rôle subtil mais réel. Comme chez les oiseaux actuels tels que le passerin indigo ou le bruant des prés, deux oiseaux migrateurs nocturnes se servant des étoiles comme point de repère pour leur migration, certains dinosaures auraient pu utiliser les étoiles comme point de repère naturel pour se déplacer sur leur territoire. La luminosité du ciel nocturne était également influencée par un autre facteur, l'atmosphère terrestre elle-même. Sa composition n'était pas strictement identique à celle que nous connaissons aujourd'hui. Des études réalisées entre les années 2000 et 2013 suggèrent qu'au cours du Jurassique, le taux d'oxygène a été compris entre 17 et 22% tout au long de cette période, avec tout de même une marge d'incertitude de 1 ou 2%, contre environ 21% actuellement. Cette richesse en oxygène, couplée à des niveaux de dioxyde de carbone nettement plus élevés, parfois jusqu'à 5 à 10 fois supérieurs à ceux de notre ère pré-industrielle, influait directement sur la densité et la transparence de l'air. Cette composition particulière modifiait la façon dont la lumière stellaire traversait les couches atmosphériques. Certaines nuits, le ciel pouvait paraître exceptionnellement limpide, révélant des étoiles plus nettes et une voie lactée plus définie que ce que nous pouvons observer aujourd'hui. A l'inverse, durant certaines phases d'activité volcanique ou sous l'influence de variations climatiques, les aérosols et les particules en suspension pouvaient voiler temporairement la visibilité céleste, donnant au ciel un aspect plus diffus, presque laiteux. L'atmosphère agissait alors comme un filtre, altérant subtilement la couleur et la netteté des astres. Les aurores boréales et australes, aujourd'hui principalement visibles aux hautes latitudes, pouvaient également apparaître différemment. Si les pôles magnétiques terrestres étaient alors situés ailleurs que ce que nous connaissons, le champ magnétique et l'activité solaire auraient pu provoquer des voiles lumineuses dans des régions aujourd'hui inhabituelles. Les cieux de certaines régions, autrefois plus proches des pôles magnétiques, auraient pu être régulièrement teintés de vert, de rouge ou de violet. Une autre différence marquante était l'absence totale de toute lumière artificielle. Ce détail, souvent sous-estimé, change absolument tout. Aucun halo urbain à l'horizon, aucun éclairage parasite ne venait effacer les étoiles les moins brillantes. Chaque point lumineux dans le ciel était un astre, une planète, une galaxie, un ciel plus vaste, plus profond, presque vivant dans sa densité. La nuit, aujourd'hui, même dans les zones reculées, n'est jamais totalement exempte de présence humaine. En observant le ciel quelques minutes, on peut apercevoir passer un satellite, parfois plusieurs en file. Ces objets brillants, minuscules mais réguliers, tracent des lignes silencieuses entre les étoiles. Rien de tout cela n'existait à l'époque. Le ciel était totalement vierge de toute intervention humaine. Aucun objet artificiel ne venait traverser l'obscurité. Aucun flash de satellite, aucune station spatiale ne venait troubler la lumière ancienne des étoiles. Ce vide technologique laissait place à un ciel intégralement naturel, inchangé depuis des centaines de millions d'années, libre de toute empreinte civilisée. Et puis il y avait le silence. Un silence que même les plus profondes forêts de notre époque peuvent difficilement offrir. Aucun moteur, aucune vibration d'origine humaine, juste le vent, le chant des insectes, les cris lointains des créatures dissimulées dans l'ombre. Et au-dessus, un ciel dense, vaste et sans fin. Ce ciel que les dinosaures ont peut-être observé sans le comprendre, mais dont la lumière a tout de même traversé leur nuit. Le ciel jurassique révèle non seulement un tableau stellaire différent, mais nous rappelle également notre lien avec ces anciens habitants terrestres. En contemplant le ciel aujourd'hui, nous partageons avec les dinosaures et toute autre créature du Jurassique ce geste universel d'observation, reliant deux mondes séparés par le temps. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu le point de départ de cette chaîne pour laquelle je compte parler aussi bien de l'histoire des dinos et toute autre bestiole du passé, mais aussi d'espace et tout ce qui va avec. À noter que je ne suis ni scientifique ni paléontologue, mais plutôt un grand passionné de ces deux sujets, d'où la création de cette chaîne pour vous partager ma passion, tout en essayant d'être le plus précis et scientifiquement correct dans ce que je vous raconte sans que ce soit imbuvable. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et d'ici là, restez curieux et ciao!